Aujourd'hui, nous allons faire un résumé et une analyse du tome 2 de la trilogie Hunger Games de Suzanne Collins, intitulé L'embrasement. Je précise que je fais le résumé du livre et pas du film, car le film n'est pas du tout fidèle au livre. Il y a des différences majeures, donc si vous avez un contrôle sur le livre, attention, ne vous fiez pas au film. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et aussi pour m'encourager à continuer. Première partie, l'étincelle, chapitres 1 à 9. Environ 6 mois après que Katniss Everdeen et Peeta Mellark ont été déclarés doubles vainqueurs au 74e Hunger Games, les deux gagnants vivent avec leur famille au village des vainqueurs. Katniss essaie d'oublier ce qui s'est passé et de revenir à un semblant de son ancienne vie, mais les cauchemars la tourmentent et la notoriété des jeux lui pèse. En outre, Peeta la traite froidement, toujours piquée par ses sentiments ambivalents pour lui. Leur romance compliquée et médiatisée a également entaché la relation de Katniss avec son meilleur ami, Gale, très jaloux de Peeta car également amoureux de Katniss. Le véritable obstacle au retour à une vie normale, cependant, est la tournée des vainqueurs dans les 12 districts qui doit commencer dans quelques jours. Tenue à mi-chemin entre les deux éditions des Jeux, c'est la façon dont le Capitole maintient ses citoyens dans la peur et un moyen de leur rappeler que le gouvernement les tient toujours dans une emprise de fer. Katniss se prépare mentalement à cette épreuve lorsqu'elle reçoit une visite inattendue du président Snow. Snow dit à Katniss qu'il n'a pas été dupe de son amour pour Peeta, sachant qu'elle a joué la comédie pour les caméras. Il l'informe également que de nombreux téléspectateurs dans les districts n'étaient pas dupes non plus, le voyant plutôt comme un acte de défi. Il lui demande si une fille de son district peut défier le Capitole et s'en aller. Il avertit Katniss qu'elle ferait mieux d'utiliser la tournée des vainqueurs pour retourner les choses et prévenir d'éventuels soulèvements où il n'hésitera pas à tuer ceux qu'elle aime. Avec la menace de Snow qui plane au-dessus de sa tête, Katniss part en tournée. Les visites commencent par une célébration élaborée au Capitole. Lors d'une fête, Katniss rencontre Plutarch Evensby, le nouveau responsable des Jeux, l'ancien ayant été exécuté après le fiasco des 74e Jeux. Il lui montre sa montre, sur laquelle un gemme au cœur, comme celui de l'épingle qu'elle porte, apparaît et disparaît rapidement. Il la quitte, disant mystérieusement « Cela commence à minuit ». La tournée des vainqueurs commence au district 11, celui de Rue, la jeune alliée de Katniss au jeu. Lorsque Rue a été tuée, Katniss a pleuré sa mort et décoré son corps pour montrer à travers ses funérailles symboliques que la petite fille était plus qu'un simple pion dans le jeu du Capitole. La cérémonie dans le district 11 est émouvante, mais Katniss entend la voix de Snow dans sa tête. Elle reste calme, effrayée de dire quoi que ce soit qui pourrait soulever la foule. Peeta, cependant, prononce un discours simple mais passionné, disant au district que Rue et leur tribu masculin, Tresh, avaient sauvé sa vie et celle de Katniss. Il propose de donner 1 mois de salaire de ses gains et de ceux de Katniss à la famille de Rue et de Tresh pour le reste de leur vie. Submergée par l'émotion, Katniss ne peut plus rester silencieuse. Elle loue le refus de Tresh de jouer au jeu selon les conditions imposées et dit de Rue « Tout ce qui est beau nous la rappelle ». Alors qu'elle termine, un vieil homme dans la foule siffle une mélodie de 4 notes que Rue avait utilisée comme signe de ralliement. Chaque personne dans la foule appuie 3 doigts de sa main gauche sur ses lèvres et les tend vers Katniss. C'est le signe de respect du district 12 et un salut à la fille qui a défié le Capitole. Katniss et Peeta sont extraits de la scène, mais quelques instants plus tard, des tirs retentissent dans la foule. Le vieil homme et 2 autres sont exécutés par les pacificateurs et la foule est battue. Malgré ce bref soulèvement, la tournée des vainqueurs se poursuit. L'acte de défiance du district 11 n'a pas été médiatisé, mais Katniss ressent une fureur similaire chez les citoyens de plusieurs autres districts qu'il visite.
Lorsque les pacificateurs, la force de sécurité du Capitole chargée de maintenir l'ordre dans les districts, avancent vers les citoyens pour les contrôler, la foule les repousse. Lorsque les habitants des districts chantent le nom de Katniss, elle entend dans leur voix un cri de vengeance. Désespérée de devoir éteindre ses étincelles de rébellion pour protéger sa famille, Katniss suggère qu'elle et Peeta distraient la foule en annonçant leur fiançailles. Ils élaborent un plan, mais le président Snow lui fait savoir qu'elle n'en a toujours pas fait assez pour le convaincre de sa sincérité. Peu après son retour dans le district 12, Katniss apprend qu'une émeute a éclaté dans le district 8 et que des pacificateurs ont tiré sur la foule. Le premier instinct de Katniss, horrifiée, est d'échapper à la violence et de protéger sa sœur et sa mère à tout prix. Elle propose à Gale de s'enfuir avec leur famille. Au début, il semble d'accord, mais lorsque Katniss lui parle du soulèvement du district 8, Gale est galvanisé par ces nouvelles. Il y voit un signe que les gens sont enfin prêts à se rebeller contre le Capitole et veut faire partie du soulèvement. Il exhorte Katniss à se joindre à lui pour le bien de tous ceux qui ne sont pas libres de s'enfuir. Quand elle hésite, il la repousse avec dégoût. Katniss fait ensuite appel à Peeta, qu'elle pense plus raisonnable. Mais lui aussi se rend compte que les enjeux dépassent leur propre sécurité. Soudain, ils entendent un bruit et se précipitent vers la place de la ville. Ils sont horrifiés lorsqu'ils voient Gale enchaîné à un poteau et fouetté par un pacificateur en punition de son braconnage. Katniss crie et se jette devant Gale pour le protéger. Le fouet lui entaille le visage et Amy Abernathy intercède. Mais il découvre que l'homme avec le fouet, un homme cruel et violent nommé Romulus Red, est le nouveau chef des pacificateurs. En quelques jours, la ville est transformée. Les anciens pacificateurs sont remplacés par des pacificateurs plus brutaux. Des mitrailleuses bordent les toits et des palissades et des potents se sont installés sur la place. Les gens sont cruellement punis pour la plus petite infraction. Le marché noir est incendié. Les salaires et les rations sont réduits de moitié et le district commence à mourir de faim. Katniss se rend compte que la décision sur ce qu'il faut faire ensuite a été prise pour elle. Ce que le gouvernement leur fait subir est si injuste qu'il n'y a pas le choix. La rébellion et le désir de vengeance grandissent dans son cœur. Deuxième partie, les jeux de l'expiation, chapitres 10 à 18. Une fois que Katniss Everdeen a décidé de prendre position contre le Capitole, elle glisse devant la barrière frontalière pour récupérer son arc et profiter de quelques derniers moments de paix et de chasse. Là-bas, elle rencontre deux femmes, Bonnie et Twill, qui lui montrent le symbole du Gémeaux-cœur et lui disent qu'elle fuit le district 8 où elle figurait parmi les rebelles. Elles expliquent qu'elles sont maintenant en route vers le district 13, soi-disant rayé de la carte 75 ans auparavant pendant la rébellion, mais considéré par beaucoup comme la base d'un puissant mouvement de résistance. Et parce que le district 13 fournissait de l'énergie nucléaire à Panem, il est également possible que les gens aient encore des armes puissantes. Elles disent à Katniss à quel point elles sont fières de l'avoir rencontré. Et à ce moment-là, Katniss se rend compte qu'elle est involontairement devenue le visage de la rébellion et que son Gémeaux-cœur est devenu son symbole. Plusieurs semaines plus tard, le Capitole annonce qu'il y a une programmation obligatoire ce soir-là, un aperçu des prochains Jeux de l'expiation. Ces jeux spéciaux, qui ont lieu tous les 25 ans, ont toujours des règles encore plus atroces que les éditions ordinaires des Hunger Games. D'abord parce qu'on oblige les citoyens de chaque district à voter pour les enfants qui seront envoyés comme tribus. Ensuite parce que le nombre de tribus est doublé. Le président Snow lui-même révèle le plan de ces jeux, pour rappeler aux rebelles que même les plus forts d'entre eux ne peuvent pas surmonter le pouvoir du Capitole, les tribus seront moissonnées parmi les vainqueurs des précédentes éditions des Hunger Games. Alors que sa mère hurle, Katniss se rend compte qu'en tant que seule femme vainqueur du district 12, elle retournera dans l'arène. La nouvelle envoie des ondes de choc dans les districts de Panem. Les vainqueurs qui ont survécu contre vents et marées ont toujours été des symboles d'espoir pour les habitants des 12 districts.
Maintenant, même cette illusion a été détruite. Quant aux vainqueurs eux-mêmes, beaucoup sont devenus amis au fil des ans, mais seront maintenant opposés les uns aux autres ou serviront de mentors à des amis condamnés. Les autres seront laissés pour compte et forcés de regarder ceux qui leur tiennent à cœur être massacrés. Dans le district 12, on devine quelles tribus participeront à ces jeux, parce que Katniss est la seule fille, Pita Mellark ne lui permettra pas de rentrer dans l'arène sans être là pour la protéger. Amy Abernathy sera à nouveau leur mentor. Ils sont conduits au Capitole et le rituel familier recommence. Des jours sont passés à l'entraînement, mais cette fois, Haymitch dit à Katniss et Pita de chercher des alliés avec qui travailler pendant les premières épreuves du jeu. Katniss hésite à le faire, mais finit par choisir Walrus et Beatty, des tribus intelligents mais physiquement faibles du district 3, et Mags, une femme de 80 ans du district 4. Elle prend cependant une aversion instantanée pour deux autres. Finnick Odair, le beau vainqueur du district 4, connu pour profiter de la richesse et des femmes que ses victoires lui ont offertes, et Johanna Mason du district 7, qui est rude et ouvertement hostile. La veille du début des Jeux, César Flickerman tient des interviews avec les tribus. Beaucoup d'entre eux parlent directement de l'injustice des Jeux de l'expiation et d'autres font appel à une foule qui les reconnaît maintenant comme des individus et non comme des tribus anonymes. Katniss apparaît vêtue d'une robe de mariée à la demande du président Snow. Mais Cinna a fait quelques ajustements. Lorsqu'elle tourne vers la caméra, la robe de mariée brûle, devenant un costume sombre et fluide recouvert de minuscules ailes de la couleur du charbon. Katniss a été transformée en Gémeaux-cœur. Le symbole échappe à la foule du Capitole, mais pas au district ni au gouvernement lui-même. C'est Pita qui finit par choquer le plus la foule. Il dit à César que Katniss et lui se sont mariés secrètement et que Katniss est enceinte. Rien de tout cela n'est vrai, mais ces paroles ont l'effet souhaité. Même la foule aimant les jeux au Capitole est soudainement consciente de la barbarie des Hunger Games. Et dans un moment imprévu d'unité, tous les 24 tribus se tiennent les mains et lèvent les bras. L'émotion commence à submerger les spectateurs et l'émission est coupée. Le lendemain matin, les tribus sont placées dans leur rampe de lancement sous l'arène. Elle le remercie pour la robe du Gémeaux-cœur et lui dit « Je parie toujours sur toi ». Le cylindre de lancement de Katniss se lève autour d'elle. À ce moment-là, les pacificateurs font irruption dans la pièce, battent Cinna à mort sous les yeux de Katniss, qui est effarée, et brusquement emportée à la surface. Les jeux commencent. Troisième partie, l'ennemi, chapitres 19 à 27. Toujours ébranlée par ce qui est arrivé à Cinna, Katniss se retrouve sur une petite plateforme entourée d'eau. La corne d'abondance se trouve sur une île au milieu d'un lac, accessible par des rayons de terre menant à la plage circulaire qui entoure le lac. Au-delà de la plage se trouve une jungle. Katniss pense que tout cela ressemble à une roue géante avec la corne d'abondance au centre. Elle plonge dans l'eau, nage jusqu'à la bande terrestre et court vers la corne d'abondance. Elle et Finnick Odair sont les premiers à arriver. Il lui montre un bracelet qui appartient à Haymitch Abernathy. Katniss se rend compte que Haymitch veut qu'ils soient alliés, et Finnick prouve immédiatement qu'elle peut lui faire confiance en tuant un autre tribut sur le point de l'attaquer. Ils redescendent vers la plage, et Finnick plonge dans l'eau pour sauver Pita, qui est incapable de nager à cause de sa prothèse, puisqu'il a perdu une jambe pour sauver Katniss des carrières dans les précédents Hunger Games. C'est un détail très important qui n'est pas repris dans les films, qui malgré leur qualité ne sont pas du tout fidèles au livre, en particulier à partir du tome 2, puisque le handicap de Pita est un élément essentiel. Sur la plage, ils rencontrent Mags. Tous les quatre se dirigent vers la jungle, essayant de s'éloigner le plus possible de la plage. Soudain, Pita se heurte à un champ de force. Il est électrocuté et son cœur s'arrête. Finnick lui fait un massage cardiaque et du bouche à bouche frénétiquement et parvient à lui sauver la vie une deuxième fois, ce que Katniss ne comprend pas puisque la mort de Pita signifierait un concurrent de moins pour Finnick. Le groupe se rend compte que la jungle ne va pas loin.
Elle est bordée par le champ de force qui s'étend au-dessus de l'arène comme un dôme invisible, gardant les tribus dans un endroit restreint. Puis l'horreur de la nouvelle arène commence à se révéler. Un brouillard empoisonné se glisse vers eux, infusé de gaz neurotoxiques mortels. Les 4 alliés courent, mais leurs membres commencent à s'engourdir et Finnick essaie désespérément de sauver Peeta et Mags en les portant tous les deux. Mags, autrefois mentor de Finnick, est devenue une mère pour lui, et donc elle se sacrifie. Elle retourne volontairement dans le brouillard pour permettre à Finnick de sauver Peeta. Peu après, le brouillard recule. La prochaine horreur est une attaque de singes carnivores. Déjà affaiblis par le brouillard, les 3 alliés restants font tout ce qu'ils peuvent pour se défendre, mais un singe saute vers Peeta. Un autre tribu, une fille du district 6, surgit de nulle part devant Peeta pour le protéger. Le singe plante ses crocs dans sa poitrine. Le reste des animaux se retire et la fille du district 6, qui s'est sacrifiée, meurt dans les bras de Peeta qui ne comprend pas son geste. Mais Katniss est encore plus désorientée, se demandant pourquoi Finnick, Mags et tant d'autres semblent essayer de sauver son Peeta. Bientôt, le groupe rencontre Johanna Mason, accompagnée de Wirus et Beetee. Johanna dit à Katniss qu'elle a sauvé les 2 autres pour elle, bien que Katniss ne sache pas pourquoi, ni même ce qu'elle veut dire. Johanna mentionne également que Wirus ne cesse de dire frénétiquement « tic-toc », comme si elle avait perdu la tête. Katniss réalise soudain que l'arène est configurée comme une horloge géante avec 12 sections, chacune comportant son propre système d'attaque déclenché à une heure définie. Elle se souvient de Plutarque Evansby, qui lui a montré sa montre avec un symbole de Gémeaux cœur, laissant entendre que cela avait quelque chose à voir avec l'arène. Katniss partage avec les autres ce qu'elle a réalisé. Les systèmes d'attaque intégrés à l'arène sont diaboliques. En plus du brouillard et des singes, il y a une pluie de sang, un violent orage et une vague ressemblant à un tsunami qui inonde une zone particulière de l'île à heure fixe. L'attaque la plus dévastatrice, cependant, est émotionnelle lorsque des Gémeaux cœur imitent les voix des proches des tribus, tous criant comme s'ils étaient torturés. Katniss entend sa sœur Prime, sa mère et Gale. Finnick entend Annie, la fille dont il est amoureux et qui est revenue folle des Hunger Games qu'elle a gagnés. Ils sont rassurés par les autres qui leur expliquent que même ces sons ont été fabriqués et ne sont pas réels, mais ils restent ébranlés. Le système élaboré, dans lequel la reine elle-même est devenue l'ennemi, a pour conséquence que les tribus meurent beaucoup plus rapidement que d'habitude. Bientôt il ne reste que leur groupe et quelques autres, à l'exception de Wirus, qui a été tué peu après avoir compris le fonctionnement de la reine. Peeta montre à Katniss un médaillon contenant des photos de Prime, de sa mère et de Gale. Il veut qu'elle fasse ce qu'elle peut pour vivre pour eux. Mais elle ressent soudainement une bouffée d'amour pour Peeta. Le lendemain matin, Beetee révèle qu'il a un plan pour éliminer les candidats restants. Il s'agit d'un fil spécial qui avait été déposé à la corne d'abondance. Il veut l'attacher à ce qu'ils ont appelé l'arbre éclair, frappé par un puissant éclair toutes les 12 heures, et le dérouler jusqu'à l'eau. Lorsque la foudre frappera, elle électrisera l'eau et le sable humide qui l'entoure. Toute personne se tenant près de la plage sera électrocutée. Ils commencent à monter le piège, Johanna et Katniss déroulant le fil en direction de la plage. Soudain, le fil se casse, et ils se rendent compte qu'ils sont attaqués. Sans avertissement, Johanna frappe Katniss par-dessus la tête et saute sur elle, lui ordonnant de rester à terre. Elle disparaît ensuite alors que 2 des tribus ennemies passent, laissant Katniss pour morte. Katniss retourne à l'endroit où elle pense que Peeta se trouve. Finnick les appelle, elle et Johanna, mais elle ne lui fait plus confiance et se cache. Finalement, elle trouve Beetee inconscient et entend Peeta l'appeler. Finnick apparaît à nouveau avec une fille nommée Enobaria. Katniss pense qu'elle et Beetee sont condamnés, mais espère toujours sauver Peeta. Soudain, Katniss voit que Beetee a conservé une partie du fil restant afin qu'une extrémité, si elle était enroulée autour d'une flèche, puisse être lancée dans le champ de force où ils avaient précédemment identifié une faille. Katniss se souvient soudainement qui est leur véritable ennemi. Attache le fil à l'une de ces flèches
et la lance dans le champ de force. Lorsque l'éclair frappe, le dôme explose et la reine commence à s'effondrer. Un aéroglisseur apparaît soudainement et une griffe tombe et entraîne Katniss à l'intérieur de la machine. Elle voit le visage de Plutarch Evensby, le concepteur des jeux en chef, dont elle vient de détruire la belle arène. Elle perd connaissance. Lorsqu'elle se rétablit, elle voit B.E.T. branché à des machines. Elle attrape une seringue et va chercher Pita, pensant qu'il vaudrait mieux le tuer et mourir elle-même que de rester tous les deux à la merci du Capitole. Elle entend des voix dans une pièce et est surprise de reconnaître Haymitch, Plutarque et Finnicoder. Ils lui apprennent que et certains des tribus tels que Finnick, Johanna et B.E.T. font tous partie d'une rébellion contre le Capitole et faisaient partie d'un plan visant à libérer Katniss et Pita de la reine. C'est pourquoi B.E.T. avait son fil spécial, prêt à détruire le champ de force. L'aéroglisseur est maintenant en route vers le district 13, le centre de la résistance, et la plupart des districts sont en pleine rébellion. Lorsque Katniss demande pourquoi elle et Pita semblent si importants dans tout cela, Plutarque lui dit qu'elle est le visage de la rébellion, le Gémeaux-cœur, et que la révolution vivra aussi longtemps qu'elle-même restera en vie. Ils protègent Pita parce qu'ils savent que Katniss ne rejoindrait pas les rebelles s'il mourait. Mais Plutarque apprend ensuite à Katniss que Pita, Johanna et Enobaria ont été enlevés par le Capitole et que leur sort est inconnu. Katniss devient folle, sautant sur Haymitch qu'elle accuse de trahison car il lui avait promis de sauver Pita. Mais la pire nouvelle reste à venir. Gale apparaît, maintenant membre de la Résistance, et lui dit que le Capitole a bombardé le district 12 après les Jeux. Gale a sauvé Primrose et la mère de Katniss, mais le district 12 n'existe plus. Nous allons maintenant passer à l'analyse. Voyons tout d'abord l'évolution du personnage de Katniss. Katniss Everdeen a défié le Capitole tout au long des 74e Hunger Games. Elle aimerait maintenant pouvoir effacer chaque instant passé dans l'arène de sa mémoire. En tant que personne qui sentait qu'elle n'avait littéralement rien à perdre, parce que sa vie était déjà perdue, Katniss avait refusé de jouer le jeu à d'autres conditions que les siennes. À la mort de Rue, elle a recouvert le corps de la petite fille de Fleur pour leur faire honte, pour les rendre responsables. Et quand elle a eu l'idée du pacte de suicide, elle l'a fait avec la certitude qu'elle était en train de battre le Capitole à son propre jeu, quel que soit le résultat. Mais l'horreur des jeux a laissé Katniss émotionnellement brisée et en état de choc. Elle n'est que trop consciente de ce qu'elle a dû faire dans l'arène pour survivre et à quel point elle est proche de la mort. Elle ne se considère pas comme une rebelle. Elle se dit que ses actions pendant les Jeux n'étaient faites que pour rester en vie et sauver Pita, et que tout acte de rébellion était purement fortuit. Katniss est donc surprise lorsque le président Snow vient la voir avant la tournée des vainqueurs. Il menace de nuire à sa famille et à celle de Gale, à moins qu'elle n'éteigne les étincelles de rébellion qu'elle a allumées dans les districts. Katniss se rend compte que les Jeux ne sont pas terminés pour elle. Comme elle veut protéger ce qu'elle aime, elle promet sincèrement de faire ce que Snow lui demande. Sa détermination est de courte durée. En visitant le district 11, celui de Rue et Tresh, Katniss ne peut s'empêcher de parler de la gentille fille qu'était Rue et de Tresh qu'elle admirait pour son refus de jouer au jeu selon des conditions qui n'étaient pas les siennes. Après le discours, elle se sent brisée et insignifiante, mais elle reçoit une démonstration étonnante de respect de la part des habitants du district 11, que Snow voit comme un ralliement à la fille qui a défié le Capitole. Quelques instants plus tard, les pacificateurs tuent plusieurs personnes, consolidant les craintes de Katniss. Après cet événement, Katniss voit des signes d'agitation dans d'autres districts pendant la tournée et se rend compte qu'elle a peut-être mis en branle quelque chose de grande conséquence. Toujours en train d'essayer d'apaiser Snow, cependant, elle a l'idée d'annoncer ses fiançailles avec Pita, ce qui, espère-t-elle, distraira la foule. Lorsque son stratagème n'est toujours pas suffisant pour Snow, elle ressent un étrange sentiment de soulagement. Elle peut arrêter de jouer au jeu de Snow parce qu'elle comprend qu'elle ne réussira pas à le convaincre, quoi qu'elle fasse. Malgré cela, elle n'est toujours pas prête à riposter. Après avoir vu les meurtres dans le district 11
et entendu parler de pacificateurs tirant sur une foule après un soulèvement dans le district 8, elle ne fait que craindre les réponses impitoyables du Capitole à la rébellion. Elle décide que parce que les temps désespérés exigent des mesures désespérées, elle peut s'enfuir et emmener ses proches avec elle. Cependant, avant de pouvoir mettre ses plans en œuvre, Katniss est témoin de la flagellation de Gale, et elle se jette automatiquement entre le pacificateur et les blessures saignantes de Gale. C'est un autre acte spontané de défi. Elle voit enfin son désir antérieur de s'enfuir comme de la lâcheté, montrant qu'elle était le genre de fille qui courait pour rester en vie et laisser ceux qui ne pouvaient pas suivre souffrir et mourir. Katniss décide également que la vie dans le district 12 n'est pas vraiment si différente de la vie dans l'arène, et se rappelle « Vous devez arrêter de courir et vous retourner et faire face à tout ce qui veut votre mort. » Elle se rend compte qu'elle fait déjà partie de ces grands jeux, qu'elle est déjà l'ennemi de Snow et déjà une cible. Plus important encore que ce que le gouvernement a déjà fait à ceux qu'elle aime est si injuste qu'elle n'a d'autre choix que de riposter. Nous allons maintenant voir comment Gale s'oppose à Peeta. Tout au long des 2 premiers livres de la trilogie The Hunger Games, Katniss Everdeen est tiraillée entre Gale Hawthorne et Peeta Mellark. Ils représentent 2 aspects de ce dont elle et les habitants de Panem ont besoin. Gale est fort, c'est un combattant né. Peeta est doux, gentil et compatissant. Même leurs noms reflètent leur personnalité. Une gale est une tempête ou un vent puissant, une force de la nature qui peut causer de grands dommages. Le nom de Peeta, d'autre part, est homonyme du mot pita, un type de pain, et suggère chaleur et confort. Gale, l'ami de toujours de Katniss, est probablement le plus proche d'elle. Tous 2 sont pauvres et tous 2 sont les principaux soutiens de leur famille. Ce sont des chasseurs qualifiés et tous 2 n'ont pas eu peur d'enfreindre la loi pour subvenir aux besoins de ceux qu'ils aiment. Ils peuvent également être téméraires. Peeta, par contre, n'a jamais manqué de nourriture puisqu'il est le fils du boulanger. Il n'est pas particulièrement athlétique et ses compétences tendent vers l'artistique. Mais il est profondément compatissant et gentil, un homme de paix avec un fort sens de la justice. Il est également éloquent. Il réconforte les habitants du district 11, les faisant pleurer lors de la tournée des vainqueurs. Il éveille la foule du Capitole à la compassion et à l'empathie avec son discours émotionnel sur son amour pour Katniss et leur bébé. Dans l'esprit de Katniss, cependant, Peeta représente autre chose, les tentatives du gouvernement de la contrôler. À cause du Capitole, elle doit jouer la romance qu'elle n'est pas sûre de ressentir et sera peut-être forcée d'épouser un garçon qu'elle n'est pas encore sûre d'aimer. Il lui est difficile de voir que Peeta, comme Gale, est également un rebelle. Peeta se demande s'il devrait apaiser le soulèvement qu'ils ont observé lors de la tournée des vainqueurs. Plus important encore, les gens embrassent tout ce qu'il dit. Katniss se rend compte qu'il pourrait amener une foule à l'action et que sa capacité à faire des discours éloquents est une arme aussi puissante que n'importe quel pistolet ou poignard. Une autre similitude entre Gale et Peeta est que les 2 sont amoureux de Katniss. Gale n'exprime pas son amour jusqu'à ce qu'il y soit forcé, mais Peeta ne cache pas ses sentiments et se sacrifierait volontiers pour elle. Il le dit clairement tout au long des 74e jeux et retourne volontiers avec elle dans l'arène pour les jeux de l'expiation afin de la protéger et de s'assurer qu'elle en sorte vivante. Katniss elle-même n'a pas encore décidé si la bonté de Peeta ou la rage de Gale est ce qu'elle veut vraiment. Nous allons maintenant voir le soulèvement contre la dictature. Le tome 2 commence à montrer une rupture progressive du pouvoir absolu que le Capitole détient sur Panem depuis 75 ans. Les actions de Katniss Everdeen dans l'arène des 74e jeux, ainsi que l'acte provocateur qui a permis à Peeta et à elle de rester en vie, ont allumé une étincelle d'espoir à Panem et créé une soif de rébellion, d'où le titre, l'embrasement. Le pouvoir du gouvernement a probablement commencé après la Grande Guerre évoquée dans le tome 1, où les survivants d'une série de catastrophes naturelles se sont entretués pour les ressources restantes. Il est probable que le gouvernement totalitaire qui régit maintenant Panem ait été mis en place pour mettre de l'ordre dans le chaos
et rétablir une sorte de société civilisée par le travail. Il a pris le nom de Capitole de Panem et les 13 districts ont été créés pour fournir des biens et des services en fonction des ressources disponibles dans leur région. Par exemple, le district 4, c'est la pêche, le district 7, c'est le bois, le district 12, c'est le charbon. La nouvelle société a fonctionné, mais le pouvoir absolu peut corrompre ceux qui l'exercent. Le Capitole a commencé à prendre des aspects de la Rome antique, car le gouvernement manipulait habilement le système de sorte que ses propres citoyens deviennent les principaux bénéficiaires des ressources fournies par les districts. Affranchis de la peur, de la privation ou de la nécessité de travailler, les habitants du Capitole ont vécu une vie de luxe, heureux de fermer les yeux sur tout ce que le gouvernement avait fait en échange de leur vie confortable. Les districts eux-mêmes sont devenus des États esclavagistes maintenus dans la soumission par les pacificateurs. La première tentative de rébellion des districts pendant les jours sombres a rapidement été réprimée par le gouvernement et a entraîné la destruction supposée du district 13. Le Capitole a ensuite instauré les Hunger Games pour rappeler aux districts le pouvoir absolu du gouvernement. Cependant, lorsque Katniss remporte les 74e Jeux, elle crée par inadvertance la première faille dans cette dictature soigneusement construite. Le président Snow, symbole parfait de ce gouvernement tordu, tente d'éviter d'autres dommages en menaçant sa famille. Mais la fissure a déjà commencé à croître et à se fracturer. Lors de la tournée des vainqueurs, Katniss voit la colère et la rébellion commencer à bouillir dans de nombreux districts. Le gouvernement s'en prend à la foule et sa façade du Capitole lumineux commence à s'effondrer et révèle l'état policier qu'il est vraiment. Les pacificateurs tirent sur la foule dans les districts 11 et 8. Dans le district 12, des potences et des palissades sont mises en place. Des mitrailleuses bordent les toits. Les salaires et les ressources sont réduits et les gens sont punis sévèrement pour des infractions mineures. Mais il est déjà trop tard pour le gouvernement. À l'insu du Capitole, un puissant mouvement de résistance est déjà en cours, orchestré par le district 13, qui n'a jamais été complètement effacé. Le district planifie une deuxième rébellion depuis des décennies, alors même qu'il se remettait des jours sombres. Les jeux de l'expiation sont truqués et un plan d'extraction de Katniss et Peeta est prévu. Plusieurs tribus vainqueurs sont impliquées dans la conspiration, tout comme Gale et Emish. Même le nouveau responsable des jeux, Plutarch Evansby, fait partie de la résistance et fournit des informations sur la nouvelle arène aux rebelles, montrant que le gouvernement lui-même a ses rebelles. Le Capitole commence même à perdre le contrôle de ses propres citoyens. Au cours des interviews des Jeux de l'expiation, les discours passionnés des vainqueurs, tous connus du public, font comprendre aux habitants de Panem que les tribus sont des gens comme eux. Des cris réclamant de modifier les règles ou de mettre fin au jeu commencent à résonner de la foule. Panem et la vie oisive qu'elle leur offre ne suffisent plus à éteindre complètement l'humanité en eux. Abonne-toi pour avoir l'information dès que je publierai la prochaine vidéo sur la troisième et dernière partie de la trilogie, La Révolte.